Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau podcast de Folia Liga. Au programme, la deuxième journée de championnat et il y a beaucoup de choses à dire. Puis, dans la deuxième partie, nous recevrons l'ancien défenseur de Levante et Malaga, actuellement consultant Beansport, la chaîne qui diffuse la Liga, Brahim Thiam. Il est sorti des bouchons tel Aritz Adoulis entre deux défenseurs. Il a pleuré quand il a vu le stade de Retafe plein hier soir. Le régisseur, co-présentateur et inconvénient du direct, Bruno Lacouche. Bonsoir. Salut à tous, ouais, c'est un grand moment de Retafe. Merci François. Elle a découvert le football quand Marino Perni avait des cheveux au Recreativo Huelva. Elle sourit aux hommes, elle sourit aux flammes, la tête en arrière, Soledad Alquer Vasquez. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. C'est sa première sur le podcast, il revient tout bronzé de corps. C'est sur le réseau, c'est l'homme que l'on appelle Ventuso, Benjamin Boucher. Bonsoir. Bonsoir. Mon premier est un chevalier des Monty Python, mon deuxième est un français du Bayern, mon troisième est une série allemande, mon tout est ni commentateur, Nicolas Faure. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et on attaque sans plus attendre avec le match inaugural de cette deuxième journée de Liga, Real Sociedad Villarreal, avec une victoire nette et sans bavure des Basques face à un sous-marin jaune bien terne. Bruno, toi, tu as vraiment eu mal de voir Villarreal dans cet état-là. Ah oui, c'était de toute façon, je pense que tous ceux qui l'ont regardé, c'était assez affligeant. L'idée, c'est pas tant de dire, de souligner la faiblesse de l'équipe de Valence à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même des choix douteux, il y avait des problèmes derrière. Enfin, ouais, ça a été une mascarade pendant 90 minutes et la Sociedad qui a pas forcément été brillante la semaine passée à Vigo, n'a pas eu tellement à forcer pour s'imposer. Donc, je crois que pour Escribá, la saison démarre très mal et même s'il a prolongé cet été, son crédit est déjà un petit peu atteint parce qu'on peut pas forcément vouloir à Semedo qui vient d'arriver il y a 4 semaines, mais plutôt à des garçons qui sont là depuis un moment et lui en fait partie. Nicolas, je crois que tu as beaucoup apprécié la performance de Xavi Prieto qui fêtait son 500e match avec les Choré. Oui, ça fait chaud au cœur de voir déjà un super hommage pour lui à la 10e minute et les applaudissements. Puis en plus c'est bien de voir qu'il marque après. Un petit peu déçu de la presta de Villarreal, mais comme lors du premier match, je pense que comme a dit Bruno, voilà, il y a pas mal de choses à revoir. Semedo, il est pas encore prêt. J'ai envie de dire, en plus, bon, c'est vrai qu'il y a les choix douteux, mais il y a aussi le fait, donc c'est Ndiaye, on va quand même le rappeler, qui joue défenseur central, c'est Alvaro, il me semble qu'il se blesse à l'échauffement, Victor Ruiz est blessé, juste avant le match, donc finalement, c'est Ndiaye qui doit jouer, en défense centrale, c'est très bof. De l'autre côté, on a la Real qui a fait un match solide, avec Juanmi, côté gauche au lieu de Canales, déjà, j'ai pas mal apprécié parce que ça change quand même un petit peu la vitesse du jeu de la Real Sociedad. Et puis la paire derrière, quand même, Elustondo Navas, j'apprécie aussi. On rappelle Inigo est blessé, Inigo a failli aller au Barça. Bon, Inigo c'est quand même le joueur de cette défense, mais pour l'instant, Aris Elustondo Navas ça tient. Et puis un petit détail pour la fin, à 3-0 quand même, on rappelle lui donc de William José Xavi Prieto Juanmi, à 3-0, Navas se blesse en fin de match. Eusebio, qu'est-ce qu'il fait? Il a Diego Llorente sur le banc, un défenseur, mais il décide de mettre Aguirreche, l'attaquant. Donc c'est un petit détail aussi, ça prouve un petit peu cette envie d'Eusebio d'aller de l'avant, et puis ça marche. Ça a marché ce week-end. On voit pas encore la Real de la saison dernière, mais petit à petit c'est pas mal, notamment avec Kevin côté gauche qui manque un petit peu de confiance. Après, donc c'est le remplaçant du Yuri Berchiche, parti à Paris pour ceux qui ne le savent pas. Petit à petit, et puis Juanmi qui est stade dulce, comme on dit, c'est un grand moment pour lui. Donc voilà, 3-0 net et sans bavure. Villarreal va falloir se réveiller avec l'Europa League en plus. Mais enfin, juste si je peux continuer pour le sous-marin jaune, le problème c'était que parmi les prétendants à l'Europe, c'était l'une des équipes qui avait le plus de garanties entre guillemets, parce qu'il y a un passif collectif qui était plus fort. Et même s'il y a quelques joueurs qui ont signé, on pensait que c'était des garçons qui allaient se greffer au niveau de l'an passé. Mais plus que les problèmes défensifs, c'est vraiment l'expression d'ensemble qui a été très pauvre, ça manquait d'agressivité, ça manquait de liant, même s'il manque des joueurs cadres. On a l'impression que c'est une équipe qui vient à peine d'être modelée, alors que non, ça fait un moment qu'ils sont quand même ensemble. Donc c'est ça. Donc voilà, je pense que le problème.
Excuse-moi, Bruno. Vas-y, François, je t'en prie. Non, la Real Sociedad, deux victoires en 2 matchs, 6 buts inscrits. Super leader, parce que ça joue très très bien, ça joue très bien le ballon. Donc, ils continuent sur leur lancée la saison dernière. C'est la première fois, d'ailleurs, depuis 2002-2003 qui sont en tête du championnat. Vous pourrez le lire dans le 11 de El Once de Furia Liga. C'est beau. Le match suivant s'est disputé dans une ambiance de feu au Benito Villamarín qui a enfin récupéré sa 4e tribune. Le Betis a battu le Celta. Celui-là, tu t'es particulièrement intéressé à ce match. Oui, alors ouais, quelle ambiance à l'Estadio Villamarín quand même, tout rénové, tout beau, tout neuf. Par contre, bon, le Betis qui s'en est quand même bien sorti. C'est une équipe qui a plutôt souffert quand même dans la première partie de match. Ça a été une équipe du Celta bien en place, mais petit à petit, le Betis s'est imposé. Donc, au fur et à mesure, la possession du ballon a été en leur faveur. Ils ont su réagir, créer le danger. C'est quand même un bel effectif qu'ils ont et je pense qu'il y a encore une belle marge de progression. Du côté de cet effectif, justement, Sergio León, c'est un neuf assez solide. Camarasa s'est encore très bien illustré au milieu de terrain. Ça fait, je trouve, 2 matchs qu'on le voit mais briller, à mon sens. Mention spéciale également à Guardado, qui quand même a bien dirigé, bien contrôlé ce jeu du Betis. Passeur décisif, il nous a fait un gros spectacle. Et du côté du Celta, c'est bon offensivement. Au milieu de terrain aussi, mais il y a quelques lacunes défensives quand même. On sent que cette équipe de Inze s'adapte encore. Donc voilà, ça peut donner quand même le Celta le même schéma que la saison dernière, avec justement de grosses lacunes en défense. Ouais, mais aussi de grosses lacunes mentales, parce que ça fait 2 fois qu'ils sont pas loin de gagner. Ils sont remontés au score, c'était remonté au score contre la Real Sociedad et remonté au score encore après un but de Mexico, on avait mené 1-0 et ils se sont fait rejoindre puis dépasser. Normalement, il y a peut-être une faille, il faudra voir comment la saison se poursuit, mais c'est pas de très très bonne augure de coup sur coup perdre alors qu'on mène, on a développé un jeu particulièrement incroyable, on les sent plutôt en jambes, moins sur le deuxième match, mais ça c'est pas rassurant. Ouais, et puis c'est surtout, on a l'impression juste qu'en fait que pendant leur temps faible, il y a rien pour résister. Quand ça va, oui, c'est une équipe qui peut marquer, qui est plutôt même agréable à avoir joué. Mais quand il y a un temps faible, elle subit les événements. C'est ça. Il y a ton chouchou qui est rentré là en fin de match. J'aurais pas à prononcer son nom. Qui ça, Lobotka? Bruno. Lobotka? Ouais, Lobotka. Ouais, en plus il est rentré assez haut. Espérer comme sélection de Mostoloy sur Gold TV. Vendredi soir. Ah ouais, quand même. Audacieux. Bah, c'est un joueur qui est différent, c'est un registre différent. Bon, on va lui laisser encore le temps. Il a joué très haut hier et normalement c'est pas son poste. Enfin, avant-hier, pardon. On passe au 3e match de cette journée, à la Barça. Alors, on a beaucoup diffusé en France apparemment le contrôle d'Enzo Zidane. Donc il aurait été excellent juste parce qu'il a fait un contrôle, juste il est rentré 20 minutes, mais bon, faut bien vendre la mayonnaise. Barça pas folichon, mais si. Vous savez. Alors oui, un Barça qui gagne, mais avec beaucoup de difficultés encore. Donc c'est une équipe qui, pour moi, là, se montre encore trop passive. C'est carrément une domination assez stérile. Au-delà de la possession, c'est une équipe qui a vraiment du mal, je trouve, à se créer de vraies occasions, à être créative. Surtout au milieu de terrain. Donc concrètement, c'est là où le bas blesse. Il faut renforcer l'effectif au milieu du milieu de terrain. J'ai peur qu'à terme, on cache encore la misère au milieu avec justement de beaux talents au niveau de l'attaque. En parlant de ça, j'ai trouvé encore un Messi bien seul. Des choix aussi contestables au niveau de cette équipe. Moi, j'ai pas compris pourquoi Sergi Roberto n'a pas été dès le départ mis au milieu de terrain. Et Semedo en latéral, donc il y a des choses encore qui ne vont pas. Après, l'arrivée de Coutinho peut régler, je pense, un peu ce problème au milieu de terrain et soulager notamment Messi, qui est tout le temps contraint de reculer parce que justement il y a un problème à ce niveau-là. Et il manque quelqu'un pour contrôler le jeu en milieu concrètement. Il y a encore
des choses à faire. C'est une équipe, je trouve, qui s'adapte et qui subit. Ouais, ça c'est. Je pense que ce sont des premiers matchs qui vont permettre à Valverde de gagner du temps. En fait, tout simplement, c'est sûr que c'est pas génial, c'est sûr que c'est pas flamboyant, mais ça avait plutôt bien fait le taf en ouverture. Là, face à une équipe d'Alaves qui était quand même assez décevante quand même, il faut se le dire, peu d'ambition, peu d'audace, un 11 rangé dans ses 40 mètres, donc c'était quand même un défi, voilà, c'était quand même un petit défi, sans briller, Barcelone a fait le job. Pour ce qui est d'Enzo Zidane, oui, il a fait une bonne entrée, faut dire les choses. Je pense quand même que pour Zubeldia, maintenant on commence un peu à le connaître et on attend quand même de voir un déport un peu plus audacieux, voilà. Il avait fait des choix qui allaient dans le sens du dernier match, c'est-à-dire avec l'incorporation de Thomas Pina par exemple. Oscar qui a essayé de se débrouiller aussi, mais à chaque fois c'était condamné à l'exploit, donc voilà, je pense que Barcelone gagne du temps avec un succès qui est plutôt mérité, qui est pas flamboyant, mais qui va permettre à Valverde de bosser tranquillement, je pense. Alors pour refermer sur le Barça, Dembélé a été présenté aujourd'hui avec pas mal de retard, ce qui fait que si vous pensez que derrière moi ça ressemble à un hall de guerre, c'est parce que effectivement je suis dans un hall de guerre. Donc voilà, avec du retard, j'ai loupé mon bus. Robert Hernandez à la conférence de présentation a dit que le Barça pouvait recruter entre 1 et 2 joueurs d'ici la fin du mercato. Il était pressé de questions particulièrement, peut-être même plus que Dembélé. La fin du mercato du Barça va être intéressant à suivre, surtout qu'il a affirmé que Jean-Michel Seri au Barça, c'était terminé. Donc Seri a allumé Nice dans la presse. Dans Mundo Deportivo, une interview à boulet rouge sur les dirigeants nissards, et donc ça semble terminé pour Seri, mais pas sûr qu'il reste à Nice non plus. On passe à Levante Deportivo. Nico, c'est toi qui t'es intéressé à ce match pendant que les autres regardaient Girona Malaga. Oui, alors bon, Levante, après le 1-0, un petit peu à l'arrache, on va dire, contre Villarreal, ce qui avait énormément plu à Bruno d'ailleurs, sur un penalty très polémique pour s'imposer. Bien, un petit peu la même chose contre le Déport, encore un penalty polémique qui leur permet d'arracher le point du nul à la fin. Alors un penalty inexistant, hein, plus que polémique pour être assez clair. Après, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de bonnes choses dans ce match. D'ailleurs, pour commencer, le Déport avec Cholac, c'est quand même autre chose. Puis ça bouge un petit peu pas mal. Fede Cartabia, il a été intéressant, un petit peu brouillon parfois, mais bon, le Déport qui met 2-0, donc Fede et Sidney sur de la tête qui on a l'impression que le Déport va facilement s'imposer. Et puis après, grosse relâche, on laisse revenir une équipe de Levante qui est portée par un but exceptionnel de Denis Bardi, le petit Macédonien qu'ils ont recruté, un coup franc vraiment pas mal, un joueur révélation, hein, sûrement cette saison, il a vraiment été bon. Il manque peut-être un bon numéro 9, je trouve, à cette équipe de Levante. Alex Alegria, c'est vraiment trop juste pour la Liga à mon goût. Donc il y a Boateng qui est arrivé. Ça peut peut-être aider donc cette équipe de Levante, qui est aussi un peu portée par Ivy quand il rentre, hein, le joueur du Sevilla Atlético, qui est pas mal, mais Levante encore une fois brouillon devant le but, 24 tirs, 6 tirs cadrés sur 24 seulement. Ça pourrait leur jouer des tours dans les prochains matchs, surtout parce que Morales, il a pris 3 matchs après son expulsion, il prend 2 cartons jaunes, il dit quelque chose au 4e arbitre qui n'a pas plu. Il a pris 3 matchs donc de suspension. Morales, le capitaine de cette équipe, un des éléments clés. Donc bon, on va voir un petit peu comment ça se goupille après la trêve, mais pour l'instant, Levante, ça me plaît pas mal. Puis il y a vraiment 2-3 joueurs à suivre, hein. Bardi est pas mal aussi, Campagna au milieu de terrain. Desport peut mieux faire, hein, avec Pepe Mel. Alors après, en même temps, même horaire, c'était Girona Malaga, donc il a fallu faire des choix, et Girona s'affirme comme être un trublion cette année, je pense. Bruno, tu as vu le match toi aussi. Girona a encore convaincant. Oui, c'est vraiment louable parce que sur le premier match, j'avais été assez surpris par la prestation face à Atlético, et plus que les séquences de jeu, c'était vraiment sur la durée.
avec vraiment des périodes de 30-35 minutes qui étaient très convaincantes. Ben là, face à Malaga, qui est pas, c'est sûr, c'est pas un ogre cette saison, Malaga, mais il fallait encore assurer à domicile. Et voilà, je trouve que le trio au milieu, Ponce, Garcia notamment, ça joue bien au ballon. Je pense qu'il faudra compter avec cette équipe. Après, ça risque encore de bouger un petit peu sur le marché, donc peut-être qu'ils vont se renforcer un petit peu. On ne sait pas si le groupe sera suffisant pour se battre pour le maintien jusqu'au bout, mais en l'état, le 11 pour moi a largement le niveau pour se maintenir. Et Maffeo, et je pense qu'avec l'incorporation d'Alex notamment au milieu, voilà, il y a vraiment des bons joueurs de ballon, c'est jeune, c'est assez ambitieux en plus, donc je suis confiant. Par contre pour Malaga, c'est vrai que ça se complique un peu. Un peu beaucoup Pour toi, pour Malaga. Pour toi, Nico, c'est ton flop de la semaine, Malaga. Ah, mais c'est clairement mon flop. Et puis, du début de saison, c'est dommage, hein, parce qu'il y a quand même des joueurs de ballon, les Juanpi, puis Baston qui revient. On s'attendait à voir un petit peu le Baston qu'on avait eu à Eibar. Et puis bon, c'est vrai qu'il est tout seul devant. Il est tout seul devant. Tu as eu non, il est seul au monde. Il a absolument pas un bon ballon. Voilà. Pour lui, donc c'est vraiment pas du tout de sa faute. Après, c'est vrai que derrière, il y a que Recio qui est un petit peu qui essaye un petit peu de tenir, il essaie de porter. Ouais, mais tu sais que Recio, il a pas ce profil-là. Tu sais que c'est plus un porteur de Recio. Ah non, mais moi, enfin. Tu vois, je l'adore, hein. Je l'aime beaucoup, mais elle est pas équilibrée. Quand tu vois que sur ce match, pour moi, après j'ai vu un long résumé, j'ai pas mal bossé sur celui-là parce que j'ai pas pu le voir correctement, bien sûr. Mais Moula, qui est le petit jeune de la pré-temporada, enfin de la pré-saison, qui a un petit peu tapé l'oreille de Mitchell, c'est le meilleur joueur de Malaga. Complètement. Dans cette équipe. Derrière, Paul Bay, je suis désolé, il n'y arrive pas. Il a vraiment pas été bon encore. Et puis 35% de duels gagnés dans tout le match, c'est le pire de cette deuxième journée. Je veux dire, ça en dit long. T'as l'impression qu'il y a des joueurs, ils savent pas quoi faire, ils ont pas envie d'y aller, ils sont perdus. Puis en face, t'as une équipe, comme a dit Bruno, qui a largement le niveau, avec notamment Portus, Toani, Bolra devant. Ça va dans tous les sens, ça va super vite. Et bien, logiquement, tu t'inclines, mais en plus, tu montres un mauvais visage. Après le match, t'as Mitchell qui lance une petite pique à Altani qui répond, qui efface son message. Ça va être un petit peu le why pendant un moment, je pense, dans cette équipe. On va voir avec Rolon et Roland, hein, ils ont quand même pris les deux. et notamment Cecchini qui pourrait commencer aussi à rentrer dans ce groupe. Mais bon, il y a vraiment beaucoup de boulot pour Mitchell, hein, vraiment beaucoup. Après, en plus, les pics continuent un petit peu sur Twitter. On a vu encore la réponse du président au coach. Malheureusement, je crois que les derniers jours du mercato seront importants pour Malaga, c'est vrai. Hein. Et ça, c'est très mauvais signe quand, après toute une préparation, tu mises tout sur une dernière semaine de mercato pour t'en sortir. Oui, mais c'est en plus, moi, sincèrement, aujourd'hui, Malaga, ils ont du mal défensivement, ils ont du mal à créer du jeu et ils ont du mal devant. Donc, c'est vraiment, tu vas presque partir de zéro après 2 matchs. Donc, bon, va falloir faire quelque chose rapidement du côté des Boquerones. On l'a pas encore entendu, notre petit nouveau. Ben, Las Palmas Atlético, une goleade pour l'Atlético qui a gagné 5-1 et qui a même gagné sans forcer son talent, quoi. Avec le premier match où ils sont tenus en échec en Gijón et ils arrachent le match à la fin. On s'attendait à ce que la Palmas lance un peu sa saison, même s'il y a eu un peu pas mal de soucis en arrière-plan, dans le club, en interne. C'est un peu l'été fut très très chaud sur l'île et en fait ça avance pas, il y a toujours rien. Après il y a toujours beaucoup de manques. C'est une équipe qui a pris beaucoup de retard sur la préparation. Les recrues arrivent à peine maintenant avec Samper, avec Aquilani. Ils ont annoncé encore 2 recrues. Donc mais dans le jeu, franchement, Las Palmas continue comme la saison dernière. Les 6 derniers mois, c'est en détente. Il y a pas grand chose. Il y a quelque chose qui s'est cassé avec le départ de Kike, et Manolo a pas encore réussi à relancer la machine. Il y a toujours des gens qui partent. Il y a toujours des Tana qui sont annoncés sur le départ. Vira qui est courtisé, Rock qui est parti.
c'est compliqué de situer Las Palmas cette saison. Et l'Atlético lance sa saison parfaitement malgré l'absence des Grisi. Donc ça va. En plus, ils ont tué le suspense. Même pas Las Palmas, on n'a pas pu y croire. Il y a eu 2-0 au bout de 5 minutes. Las Palmas revient à 2-1. Et juste après, il y a Corp qui fait son éclair de génie. Donc, Juste dans l'émission d'avant, on avait dit qu'il marquait jamais, qu'il frappait jamais, enfin, trop rarement. Et là, il met un doublé. Non, mais à chaque fois qu'il marque, en plus, lui, à chaque fois qu'il marque, c'est le but. C'est des merveilles. C'est à chaque fois. Et là, les deux, en plus, les deux sont succulents. Les deux, c'est deux caramels, comme on dirait. Mais ça fait mal au cœur pour Las Palmas, quand même. Oui, Las Palmas qui a vraiment, pour moi, du mal à justement lancer cette saison, et surtout en défense, c'est assez quand même laborieux. C'est pas possible de défendre quand même aussi mal. Pour moi, il y a des choix justement que je contesterais à ce poste-là. Je mettrais plus un joueur comme Macedo, plus sur le banc mais sur le terrain, avec une défense type comme Macedo, Simon Bigas et Dani Castellano. Je donne un exemple. Mais il va falloir vraiment faire quelque chose du côté de cette défense aussi. Du côté de l'Atleti, oui, c'était une démonstration avec comme top player Carrasco, Koké et Correa. Mais c'est vrai que là, c'est un peu laborieux du côté de Las Palmas quand même, surtout défensivement parlant. Il y a quand même pas mal de goals associés dans ce match-là. Il y a la petite de Koké, il y a la petite Thomas Partey aussi qui fait un match. Oui, on a de football, quoi. Bon, il manque un adversaire en face, mais l'Atleti, oui, ils se sont amusés, quoi. Ils ont un talent à revendre. Donc, il suffit qu'il y ait un peu des espaces et qu'il y a beaucoup, en plus, ils ont été beaucoup, ça a été naïf. Sur beaucoup de situations, Las Palmas, ça a été beaucoup trop naïf. Ils ont trop attendu, ils ont défendu mal, et quand il y a des mecs qui sont se mettent leur art ou qui sont très très bons, et qui savent faire des différences en un contre un, ça pardonne pas, quoi. Tu perds 2-0 après 5 minutes, hein, aussi, ça, déjà, c'est un peu comme une autre équipe en Ligue 1, là, qui a hier soir, c'est un peu le même style, c'est-à-dire que ça t'explose tous les plans. Si en plus t'es pas en confiance, ça te fait ça d'un coup, pour Las Palmas, c'est clair que revenir c'était impossible face à une équipe de l'Atlético ils leur ont rien laissé, des petites miettes et encore. En plus, ça leur arrive 2 fois dans le match. Ils prennent 2-0, Je pensais quoi ils se reprennent pour le point derrière. Est-ce que vous pensez que l'arrivée d'Aquilani peut changer les choses au milieu de terrain? La perte de Roque Mesa, ils sont pas prêts de la compenser. Non. Pour moi, Aquilani, c'est plus le joueur que ça a été, sans être un très très grand joueur. C'était quand même un très très bon joueur de ballon. Et il est quand même vraiment sur la fin, pour moi, j'en suis vraiment particulièrement la Serie A. C'est pas un gros joueur ou c'est pas un gros coup comme ils avaient l'habitude de le faire à chaque mercato. Donc pour l'instant, non. Pour l'instant, pour moi, ça compensera pas après. Il y a toujours la vérité de Samper. Est-ce que Samper va réussir à faire oublier Roque? Je pense pas. J'en doute. Voilà. Mais en tout cas, ils ont compris qu'il y avait des problèmes au milieu de terrain, donc ils essaient de modeler tout ça, quoi. Moi, Vicente va revenir aussi. Voilà. Exact. Moi, je trouve que l'équipe, malgré tout, même si le score est lourd, je trouve qu'elle ne s'est pas complètement désunie. Ça n'a pas été une débâcle, je veux dire, profonde. Ils se sont réveillés tard. C'est sûr qu'ils ont commencé à jouer à 2-0. Mais voilà, il n'y a pas la même dimension de désastre. Tu faisais référence, Nico, au match d'hier soir de Ligue 1. Voilà, ça n'avait pas non plus cette teneur-là. J'en profite juste. Peut-être qu'on parle pas du même. Hein. Peut-être qu'on parle pas du même. Je profite juste. Ce qui s'est passé en première mi-temps. Oui, voilà. Il y a Robin Dunaz sur le chat qui nous dit tout à l'heure, par rapport à ce que tu disais, François, l'agent de série a annoncé que les propos de Mundo Deportivo avaient été déformés. Voilà. C'est bizarre. Et grande surprise. Elle est quand même très 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 développée l'interview de série. C'est pas deux questions. Ils l'ont sorti. J'étais dans la salle de presse du Barça avec les journalistes français. On a lu ça. C'est pas un truc sorti. C'est pas des titres. Hein. C'est un truc. Mais on en parlera demain. Peut-être que. Ouais. On sortira peut-être un article là-dessus parce que c'est intéressant ce qui s'est passé. Et voilà, c'est peut-être que c'est une manœuvre de Robert qu'on va signer série. On enchaîne avec Espanyol Leganés et petite surprise, Leganés a gagné
à Cornelia. Et pour la deuxième saison consécutive, après 2 matchs de Ligue 1, Leganés n'a encaissé aucun but. Et le buteur de la soirée, c'est le capitaine Martin Mantovani. Oui, alors 4e défaite de rang à domicile pour l'Espagnol en Liga. Alors on y reviendra après sur l'Espagnol. Je vais commencer par Leganés quand même parce que c'est une équipe qui commence à me plaire vraiment. Un groupe très soudé, donc deux matchs dans ce début de Liga, 2 buts, 0 but encaissé, ça reste c'est très solide. Clark Kent, donc le buteur, moi c'est quelque chose. Mantovani, c'est exactement le défenseur qui aussi me plaît beaucoup. Sachant que Siovas il est pas là, ils arrivent avec Munoz à tenir la baraque quand même face à une attaque Gérard Moreno, Batista au début, puis Gérard Moreno, Sergio Garcia, Batista sur la fin. Ça tient bon. Derrière, c'est pas mal. Garitano, il est tout le temps en train de crier, de bouger sur son banc. Ça donne vraiment le ton de cette équipe. Ruben Pérez, c'est exceptionnel ce qu'il fait sur ce match. Il est partout. Il est vraiment, c'est vraiment lui qui eh bien, c'est le moteur de cette équipe. Il défend, il attaque, il arrête le jeu, il accélère quand il faut. J'ai beaucoup aimé donc cette équipe de Leganés, méritée. Ils sont encore donc la 2e saison consécutive qui sont à 6 points, c'est mérité. Je pense d'ailleurs qu'ils auront, pour moi, c'est une opinion perso, qu'ils auront moins de problèmes que la saison dernière parce que c'est un groupe vraiment soudé. Après l'Espagnol, moins sérieux que prévu, j'ai envie de dire, il n'y avait pas de lien entre la défense et l'attaque. Le milieu de terrain n'arrivait pas à amener les ballons devant. Gérard Moreno, bon, il n'a pas été mauvais, il venait chercher quand même les ballons. Moi, c'est bon, vous savez, c'est ce qu'il fait aussi, c'est j'aime beaucoup. Il tient le ballon, il garde le ballon, il accélère, il essaye d'ouvrir un petit peu, mais c'est vrai que Aaron Martin n'a pas été trop mal, mais par exemple Roulado, je l'ai vu un petit peu moins bien. Sur le côté droit en plus, Kike a dû bricoler parce que Javi Lopez s'est blessé rapidement dans ce match. Marc Navarro, il n'était pas dans le groupe. Marc Navarro, il revient de blessure, il n'a pas fait de prépa. Il va peut-être revenir contre le Barça lors du prochain match, mais il a manqué un petit quelque chose, un petit lien, parce qu'après Sergio Garcia est rentré, il a pas mal bougé, il a essayé de faire ce lien. Mais bon, c'est dommage pour l'Espagnol, donc encaisse cette nouvelle défaite à domicile, mais méritée pour Leganés. Au même horaire, hier, il y avait le premier derby basque de la saison, Eibar Athletic. Ben, tu as trouvé la victoire de l'Athletic méritée ou Eibar aurait peut-être mérité un peu mieux ça? En suivant un peu le match, pour moi, le nul, c'était vraiment 2 équipes qui sont arrivées à se neutraliser sur la fin. Il y a eu un gros début de match à Eibar, qui a vraiment dominé, qui a limite asphyxié l'Athletic. Il y a vraiment une grosse débauche d'énergie comme il a l'habitude de faire, avec un Sapa un Ander qui a vraiment beaucoup bougé de son côté, un Inouï qui était très très bon. Après, il y a, comme au match contre Malaga, au match ouverture pour Eibar, il y a beaucoup de maladresse devant. L'absence de Sergi se fait sentir un peu. Il y a du mal dans les mauvais choix. Il y a beaucoup de tergiversations. Donc, mais l'impression globale donne une équipe d'Eibar vraiment très impressionnante, très très sûr de son fait, qui essaie de réussir le football. Et après, au bout d'une demi-heure, l'Athletic a repris un peu la domination sur le milieu de terrain. Donc Eibar, ils ont de suite pressé Dani Garcia, par exemple. Dès qu'ils ont commencé à bloquer et à encercler Dani Garcia, Eibar a perdu un peu sa superbe, avec du mal à faire progresser le ballon et à se montrer dangereux. Et on a le coup de casque assez impressionnant et magnifique de Adowitz, qui continue à son âge avancé de débrouiller les défenses et de continuer d'empiler les pions. Donc vraiment, non, un match, pour moi, ça aurait mérité un petit match nul parce que les deux ont eu des temps forts et il n'y a pas eu vraiment d'équipe qui a dominé tout le long du match. Donc, Bilbao a pas volé sa victoire, mais pour moi, c'est pas non plus, il n'y a pas eu une démonstration de Bilbao et donc de l'Athletic plutôt. Donc, pour moi, oui, le match nul aurait été plus mérité. Je mérite extrêmement plus. Une équipe qui a un peu de mal en début de saison aussi, c'est Séville. Mais Séville l'a emporté à 10 minutes de la fin sur le terrain de Getafe. Sur les lattes, est-ce que Séville, c'est encore balbutiant, c'est encore bien payé? Alors, bon, c'est une victoire poussive. Donc, Séville, c'est clairement une équipe qui est encore en rodage.
Donc pour tous les supporters, il va falloir s'armer de patience, je pense, et peut-être aussi, ça pourrait peut-être aller mieux avec l'arrivée de nouvelles recrues. Donc un mot sur Étafé d'ailleurs quand même, c'est une équipe qui a été quand même assez solide hier, un bloc bien en place, ça jouait rapide, haut, il y avait quand même un bon pressing, de l'intensité dans leur jeu, c'était beau à voir je trouve, surtout en première période. Bon, il y a peut-être manqué un peu de réussite devant le but. Après oui, pour cette équipe de Séville, il y a une grande confusion surtout, je pense au milieu de terrain. L'absence de Banega et d'Enzonzi se sont fait un peu ressentir. Il y a des choix aussi de Berizzo qui sont clairement discutables. Pour moi, Mercado, il a rien à faire en tant que latéral droit. Là, c'est pas possible. Ça y est plusieurs matchs que ça marche pas et on continue dans le même système. Il y a un moment, stop. Et aussi de laisser des joueurs comme Sarabia, Muriel et Correa sur le banc. Bon, il y a aussi un problème à ce niveau-là. Ouais, c'est une équipe qui manque de fluidité. Il y a pas, leur jeu n'est pas en place. Ils ont même un peu semblé perdus. Ouais, il y a encore des choses à faire. Je pense des recrues à apporter à cette équipe. Surtout qu'Enzonzi va peut-être pas rester du coup, il est sur le départ, à mon avis. Donc ouais, hier c'était vraiment une victoire sportive. Enzonzi, même plus que sur le départ, parce que aujourd'hui, il y avait l'hommage à Antonio Puerta, donc le joueur, pour ceux qui ne savent pas, le joueur de Séville qui est mort sur le terrain il y a plusieurs années. Enzonzi n'est pas là. 10 ans aujourd'hui. C'est quelque chose qui se ouais, c'est ça qui se d'ailleurs, ceux qui vont à Sanchez Pizjuan, ils vont seulement passer par la porte 16, parce qu'il y a une grande pancarte en hommage à Puerta. Et donc, Enzonzi n'était pas. Donc ça marque très mal, parce que même si on est dans le sens de départ, donc c'était des raisons personnelles. J'espère que ce sont des raisons valables. C'est possible, hein, on va juger sans être certain. Mais de ce que dit le compte Sevilla France, excellent compte d'ailleurs, ça fait déjà la qualité des Palanganas. Ils ont dit sur le départ, là, s'ils perdent leur métronome au milieu de terrain, avec des difficultés sur le terrain. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, François. On va attendre la suite. D'accord, très bien. Non, parce que moi, comme je suis dans un hall de gain, il y a deux conducteurs de bus qui sont à côté de moi, donc je n'entends rien. Donc voilà. Ah oui, tu as parlé d'Enzonzi, ça les a excités. Ah, ça y est, c'est revenu, moi je vous entendais plus. C'est les aléas du direct. Problème technique de l'Espagne. Ah, c'est beau. Ça, c'est les anti-Rétafé, ça. Au passage, une petite info qui vient de tomber, c'est sur Las Palmas. Vitolo s'est blessé donc il a été remplacé par Lucas Vazquez pour aller à la Roja. Donc voilà, il était pas très bon au premier match, ça a été notre flop. Deuxième match, Las Palmas décide de ne pas le faire jouer contre l'Atlético et là, blessé. Donc voilà, début de saison compliqué comme pour Las Palmas. Et il a appelé Vazquez? Il a appelé Lucas Vazquez, ouais. Mais quel enchaînement pour aller sur le choc de la journée Real Madrid, Valence et Arsenal à Bernabéu. Match qui a livré toutes ses attentes en fait. Tout partout, un rythme très élevé, et le Real Madrid qui s'en remet à sa nouvelle pépite Marco Asensio. Ah. Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend. Oui, ça a été quand même un très beau match, de l'intensité et du jeu des deux côtés. C'était vraiment, je crois, le plus beau match de cette deuxième journée, et même depuis que la saison a débuté d'ailleurs. Donc c'est une équipe de Valence qui est quand même assez solide. Donc je pense que cette équipe de Marcelino donne de premières sensations. À voir après la suite, mais je pense que ça va bien donner. C'est une équipe qui est quand même assez disciplinée défensivement, et ça a été explosif sur les contres. Donc c'était vraiment une belle équipe. Mention spéciale quand même à Carlos Soler et à Kondogbia qui ont fait un très bon match. Et du côté du Real, le joueur, la pépite, Marco Asensio, il est tout juste énorme. C'est incroyable ce qu'il fait à un petit âge. Je pense qu'il mérite sa place de titulaire avec Cristiano pour le reste de la saison. Après,
Après, il y a encore du monde derrière à voir. Par contre, l'autre un petit peu à dire, c'était Benzema. Intelligent dans ses déplacements, ce qui a été auteur quand même d'une belle passe D pour Marco Asensio de premier but. Mais tout ce qu'il a raté... il a croqué la feuille. Okay. Il a été sifflé, c'est ça, avec Bale aussi, non? Ah, il y a quelques Quiniela perdus, hein, je te le dis. Mais c'est la spéciale, ils ont sifflé CR aussi à un moment. Bernabéu, ils avaient sifflé Cristiano Ronaldo aussi à un moment. Oh oui, ça oui, à Madrid. C'est la spéciale, ils sont particuliers, on va dire. La mémoire est un peu forte parfois. Alors, contrairement à toi, Carlos Soler, alors, moi je pense que Marcelino, c'est un contre moi, parce que j'ai écrit un papier sur que vaut Carlos Soler côté gauche et quel est son avenir à ce poste-là. Il l'a fait jouer côté droit, évidemment. Et beaucoup de déchets dans les passes, je crois qu'il a moins de 50% de passes réussies. Alors il y en a celui de classe, et ce but qui sent complètement voilà, sur ce débordement, c'est probablement Gaïa Lato. Et justement, il faut parler de Gaïa Lato. Moi, je l'avais annoncé, je pense pas aussi en saison, mais sur le groupe de monde, tous les latéraux ailiers. Lato a eu un peu de mal, mais c'est lui qui a refait la passe décisive. Voilà, Gaïa très bon, on retrouve à un niveau assez élevé, celui qu'on connaissait il y a 2-3 saisons, qu'il avait vraiment imposé. Et j'ai fait en sorte qu'on m'entende de mieux, j'espère que ça va fonctionner. Et donc un premier but reste estampillé Cantera Valenciane avec Gaïa pour la Tour solaire, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et puis à côté de ça, un match énorme de Kondogbia. Alors il perd un petit peu la balle sur le premier but d'Asensio. Mais il a fait un gros match, ouais. Bon, la passe de Rodrigo est quand même ratée. Mais il fait un match de titan. Vraiment, je pense pas qu'il aurait être à ce niveau-là tout de suite. Il met un but là du pied du gauche impeccable. Cette équipe de Valence est quand même sur de très très bonnes bases. Et enfin du football à Valence. Marsan du football, c'est très longtemps. On n'avait pas vu du football comme ça. Marcelo était génie. Que faire de ce qu'il est en train de faire de Valence en si peu de temps avec un effectif qui est encore un peu bricolé, c'est vraiment impressionnant, dirons-nous. Et puis on va voir un peu ce moteur avec là. Moi, je perd un peu d'influence dans le jeu. Alors à gauche, il a fait un très bon match contre Las Palmas, c'est bon, avec une considération un petit peu différente, parce que Las Palmas a vraiment été fort, un peu mou. Là, c'est évidemment notre capacité, même si le Real avait quand même assez niveau défensif au milieu. Ouais, c'est normal. Il y a des cartes défensives valides, c'était Nacho. On a suspendu Varane et Valir pour blesser. Mais j'ai aussi trouvé que Carvajal et Marcelo ont très très peu d'influence de ce match-là. Ils ont été très 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 bien serrés pour la défense valencienne qui défend en bloc. C'est moi je trouve son match finit la Liga. Parce que le positionnement tactique en position défensive de Valence, c'est très intéressant. C'est très ce que nous devons penser. Oui, et puis c'était, il y avait des absents du côté de Madrid, mais il faut pas oublier l'année dernière, par exemple, Valence, il pouvait mener 3-1 à 10 minutes de la fin, tout le monde avait peur que Valence perde finalement 4-3, donc ça c'est encourageant, on sait où on va avec Marcelino, on sait où Valence comment Valence peut avancer en tout cas. Pour ce qui est de Madrid, oui, tout n'a pas été brillant, un peu de maladresse devant, c'est sûr, des absences derrière, Casemiro, on a vu que c'était pas un central pur, mais enfin voilà, c'était seulement le deuxième match de la Liga et je pense que le spectacle a quand même été au rendez-vous, donc voilà, ça reste quand même une bonne base de travail pour Marcelino et pour Zidane, je me fais pas trop de soucis. Il a lancé plus de soucis, Guillaume. Alors que Brahim Thiam est avec nous. Brahim Thiam nous fait l'honneur d'être avec nous. Donc bonsoir Monsieur Thiam, merci à vous. Bonsoir, merci, pas de soucis, avec plaisir. C'est très gentil à vous de nous accorder votre temps. Oui. Bon, bien sûr, comment vous vous présentez? Vous êtes un défenseur émérite, international même, une dizaine de sélections, il me semble, avec le Mali. Pour nous, c'est très intéressant de vous avoir parce que vous avez joué en Espagne
Et évidemment, vous avez joué dans des clubs qui sont un petit peu moins mis en avant, j'ai envie de dire, comme Levante ou Malaga. Et la première chose qui nous a surpris en redécouvrant votre parcours, c'est comment est-ce que vous avez atterri vraiment à Levante pour la première fois. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette période et ce transfert assez surprenant? La manière dont je suis arrivé à Levante, je sais pas comment s'est faite la connexion, parce qu'à l'époque où je jouais en région parisienne, l'équivalent du national aujourd'hui, avec Saint-Denis-Saint-Leu. J'avais un agent à l'époque qui s'appelle Bruno Satin, aujourd'hui qui est toujours agent, qui m'avait trouvé un essai de 15 jours à Levante en Espagne. Donc moi, j'étais opportuniste et je me suis saisi de l'opportunité. Et puis sur place, j'ai commencé à faire 2-3 jours d'entraînement. J'ai fait un match et j'ai fait un super match au bout de 3-4 jours. Et voilà, le président qui était à l'époque à Levante a tout de suite voulu me faire signer parce que il m'avait trouvé bon et c'était Pedro Villarroel qui était là-bas à l'époque. Et donc du coup, les choses se sont accélérées. Et puis j'ai signé à Levante 2 ans. Et puis voilà comment mon histoire espagnole a commencé. Mais est-ce que dans votre esprit, quand on vous parle de Levante à cette époque-là, est-ce que vous aviez pris des renseignements? Est-ce que c'était un petit peu l'aventure? Vous vous êtes dit bon pur hasard, ouais, pur hasard, aventure. Je me suis dit l'Espagne, pourquoi pas. Voilà, c'était un pays qui était attractif déjà géographiquement, plus pour les vacances pour moi que pour le foot. Ouais. Et puis j'ai découvert. Je savais que c'était à Valence, donc je mettais pas les pieds non plus. C'était pas Numancia, mais voilà, j'ai pas eu de surprise puisque c'était dans une grande ville. Et puis on m'avait dit que c'était un club populaire. Je l'ai découvert de cette manière-là. Voilà, comme moi, j'ai pas peur des aventures, donc j'ai filé directement. Et justement, quel souvenir vous gardez de cette expérience-là? Parce que maintenant, quand on parle de Levante, c'est une équipe de Primera. Malaga, il n'y avait pas encore le Cheikh et qui était donc en deuxième division. Globalement, quel souvenir vous en gardez? Je garde des souvenirs impérissables puisque je suis rapidement, entre mon année à Levante et mon année à Malaga, je suis rapidement tombé amoureux de l'Espagne, puisque je suis aujourd'hui, on va dire, je parle aussi bien presque français qu'espagnol. C'est là presque que ça m'est resté ancré et que l'Espagne est une deuxième terre d'asile, entre guillemets, pour moi, et que j'ai beaucoup d'amis à Valence et à Malaga. D'ailleurs, j'y étais au mois de juin. Et l'Espagne, ça représente tout ce que j'aime dans la vie, si bien sportivement que dans la vie de tous les jours, que dans l'identité, dans la culture. Donc je pense que si j'avais la possibilité d'aujourd'hui, comme disait, de choisir d'aller vivre dans un pays, j'irais en Espagne. Ah d'accord. Alors justement, moi je voulais un petit peu parler de ça. Je voulais, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences, que ce soit football et hors football, à cette époque, qu'il y a un petit peu entre l'Espagne et la France? Même si vous avez déjà dit que vous êtes tombé amoureux de l'Espagne, mais les différences, disons, les plus voyantes entre le football espagnol et français à cette époque-là, donc les années 90-2000. Ouais, les différences c'est les mêmes qu'aujourd'hui, c'est que un Espagnol comparé à un Français, l'Espagnol il vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même dans son milieu professionnel avec le foot. Et ça se ressent au stade, ça se ressent dans la vie de tous les jours, quel que soit moi j'ai fait à peu près pas tous les stades, mais j'ai joué dans beaucoup d'endroits, les plus petits, les plus grands, de Madrid à Eibar, à Pampelune, à Lleida, à Mérida, et c'est toujours la même chose, c'est une ferveur de vie autour du club de foot, parce que les Espagnols, de la petite fille à la grand-mère, au père, à la mère, à la sœur, à la tante, à l'oncle, tout le monde aime le foot. Et en plus de ça, la philosophie espagnole, la philosophie de vie espagnole qui se retranscrit dans le football, c'est qu'il n'y a pas de petits matchs et que, au-delà des différences de moyens des clubs, ça c'est une chose, mais on l'a bien vu encore hier, on a tous été surpris par la qualité du match de Valence, qui s'est transformé en même pas un mois et demi, mais en fait voilà, moi j'ai vu l'autre jour le match entre Girona et l'Atlético de Madrid. Voilà, j'ai vu Malaga qui a été défait chez lui. Et en Espagne, la passion et la qualité des gens
fait que c'est une autre approche. Voilà. Après, il faut malheureusement le voir et le vivre pour le ressentir encore plus, mais voilà, c'est ça. Et puis dans le quotidien, voilà, l'Espagne, c'est, tu sors dans la rue, de chaque coin de rue, tout le monde te parle de foot. En Segunda, il y a aussi des terrains un peu compliqués. C'est pas Byzance, quoi. Il y a des problèmes d'argent et des problèmes de rémunération. Des fois, il y a des stades ne sont pas pleins. Ça peut être très difficile. La Segunda B, c'est vraiment très dur. La troisième division espagnole, c'est très compliqué. Et la Segunda, c'est une division, c'est pas pour les temps. Oui, non, mais ça c'est évident. Évidemment, après chaque club. Vous savez, moi, quand j'étais à Malaga en 98, on a fait la saison, on est monté en première division. On avait des primes de match tous les 3 matchs en liquide. Et mon président, l'année d'après, il a fini en prison, Fernando Pucci. Donc, je sais ce que c'est. Et l'exemple du Real Madrid qui a eu une dette effacée par le roi, c'en est encore une autre. Maintenant, évidemment, l'aspect DNCG en Espagne est arrivé très tardivement parce que de l'argent au black, il y en a eu tout le temps et assez souvent. Donc voilà. Après, aujourd'hui, ils sont très stricts. Je sais qu'il y a une DNCG qui est très stricte. J'en discutais avec Francesca Arnau il y a 1 mois et demi. C'est compliqué. Mais la passion, la qualité du football reste intacte. Donc là, j'ai un pote à moi qui a signé à Albacete et voilà, il m'a dit j'ai découvert une autre forme de vie, une autre approche du football. Après, évidemment, économiquement aussi bien et socialement, en Espagne, il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de problèmes, donc ça se répercute aussi sur le foot. Mais l'enthousiasme et l'engouement du football espagnol est globalement différent et bien plus un peu supérieur à certains clubs français. Justement, vous parliez tout à l'heure là de Malaga, donc bon, même si c'est pour les primes et la prison pour le président, mais cette ferveur justement aujourd'hui, je suppose que vous suivez un petit peu, donc vous m'avez dit que vous avez vu Malaga en début de saison, voir justement les Boquerones dans cette situation, c'est compliqué. On voit déjà entre Michel et Altani, ça commence un petit peu il y a des petites frictions, on va dire. Malaga n'y arrive pas sur le terrain. On ressent en plus le public qui commence déjà, le public de Malaga, de ce que j'ai un petit peu vu, ça commence déjà un petit peu à s'agacer. Alors, est-ce que si vous suivez le début de saison de Malaga, est-ce que pour vous, ça peut bien finir aujourd'hui cette équipe de Malaga en Primera, avec les tensions qu'on a déjà entre un président, enfin le Tchèque et Michel par exemple? Ouais, après le problème qu'il y a à Malaga au jour d'aujourd'hui, c'est que par exemple ils ont vendu Camacho, ils ont vendu Fornals, ils ont vendu Sandro parce qu'ils étaient obligés, il y avait une clause de 6 millions. Ils ont vendu trois joueurs. Sur ces 3 joueurs, on avait promis à Michel qu'il y en aurait au moins un qui resterait. Ça a été le premier point de départ de friction. Le problème qu'il y a eu, par exemple, le cas Fornals qui avait une clause à 11 millions, c'est que Francesco Carvalho, il n'a pas réussi à lui faire renouveler son contrat et a fortiori à augmenter sa clause. Donc Villarreal, pour Fornals, les yeux fermés, ils ont payé la clause. Camacho, il avait une clause de 15 millions, elle a été payée. Donc forcément, les 3 meilleurs joueurs, même si je pense que Sandro, il était inévitable qu'il parte parce qu'il y avait eu un arrangement lorsqu'il a signé, il est arrivé libre de Barcelone et qu'il avait une clause de 6 millions, mais ça c'était le deal qu'il avait fait avec son agent, il était inévitable que Sandro parte. Et quand tu vends ces 3 joueurs-là, tu récupères 30 millions d'euros, sachant que le Cheikh Altani, à la base, lui, au moins Camacho, il voulait pas le vendre. Il disait que c'était un des meilleurs joueurs et qu'il voulait le garder. Et Francesco Arnau, il lui a expliqué que dans une économie de marché du football, il faut vendre pour pouvoir racheter. Donc ils ont vendu, sauf qu'ils n'ont pas racheté. Et aujourd'hui, Michel, il s'est plaint un petit peu, et moi je pense qu'il a raison, c'est qu'il y a les 3 meilleurs joueurs quasiment de cette équipe n'ont pas été remplacés. Et au jour d'aujourd'hui, on voit une équipe de Malaga qui est un petit peu à la peine dans le jeu, parce qu'il lui manque des joueurs de qualité. C'est une évidence. Et quand on a 26 ou 26 500 abonnés qui sont d'une passion et d'une fidélité mais aveugle, et encore une fois, j'ai été 15 jours au mois de juin à Malaga, donc je sais ce que c'est, et j'y ai joué, et je sais ce que c'est. C'est normal qu'il commence à gueuler le public. Et vous connaissez le public espagnol qui est très fidèle, mais qui est très rancunier et très comment dire, très agité, hein.
avec les Espagnoles blancos, que quand ils s'énervent, ça peut aller vite. Donc, au jour d'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, même si là, il y a eu un ou deux joueurs qui sont arrivés, mais bon, en même temps, le Roland qui est arrivé, je suis pas sûr qu'il puisse remplacer Pablo Fornals, par exemple. L'équipe qui est au jour d'aujourd'hui à Malaga doit encore, enfin, il reste pas beaucoup de jours, mais pour l'instant, ça part mal. Voilà. Parce que Mitchell n'a pas l'équipe qu'il devrait avoir pour bien figurer dans ce championnat espagnol, sachant que Malaga a aspiré à finir dans les 10 premiers cette année. Je trouve que c'est très intéressant quand on parle de Malaga, et notamment quand vous citez ces joueurs-là, comme Camacho, comme Fornals. Vous qui connaissez bien les clubs français, vous qui connaissez bien le football français, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu déçu de voir que les clubs français ne s'intéressent pas à ces joueurs-là? Nous, on les connaît parce que voilà, on regarde quotidiennement le football espagnol, et on sait que les Espagnols ont peut-être du mal aussi à bouger, à s'exiler, à aller à l'étranger, même si ça évolue un petit peu. Est-ce que de votre point de vue, vous êtes déçu de ne pas voir des clubs peut-être comme Marseille ou comme Lyon piocher davantage de joueurs, même s'il y a eu Darder à Lyon, piocher davantage de joueurs de ce rang-là pour le championnat français? Oui, c'est dommage parce qu'il y a des joueurs de qualité. Après, il n'y a pas beaucoup de clubs en France qui peuvent acheter des joueurs comme Camacho et Fornals, par exemple. Il y a 4-5 clubs. Je pense que après, pour connaître aussi un petit peu le football espagnol, les Espagnols sont aussi très nationalistes même de leur football, et que Fornals préfère aller à Villarreal que d'aller peut-être à Lyon, par exemple. Sergi Darder, qui a été acheté 12 millions à Malaga, il avait passé une année compliquée quand même. Donc après, ce sont aussi ces joueurs qui s'expatrient par exemple en France. Il n'y a pas beaucoup de joueurs des top clubs espagnols qui vont en France. Il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'ils préfèrent rester en Espagne ou ils préfèrent aller en Angleterre. Voilà. Est-ce que vous avez des échos à Bordeaux pour aller au Betis de Séville. Mais est-ce que vous, depuis la France, vous avez des échos? Est-ce que vous entendez peut-être des recruteurs ou des dirigeants ou des gens qui gravitent un petit peu autour des directions de clubs français et qui sont pas trop chauds, au-delà des moyens, qui sont pas trop chauds pour recruter des joueurs hispaniques? Il faut qu'ils changent de métier là. Bon, on est d'accord alors. Voilà, c'est ma réponse. Ah oui, il faut qu'ils changent de métier. Et si les Espagnols viennent piocher en France et que les Français viennent pas piocher en Espagne, et pourtant le ratio est très faible. Voilà. Et le ratio de joueurs est très faible. Là, il y a Rennes qui l'a fait pour un jeune qui était à Majorque, là, je crois. Voilà. Par exemple. Et c'est intelligemment fait. Oui, voilà. Mais il n'y a pas beaucoup de clubs parce que aussi le joueur espagnol est plus cher que le joueur slovène, par exemple. Ouais, moi, Sandro, il est plus cher que, par exemple, peut-être, à la place de Robert Beric, qui à l'époque allait à Saint-Etienne, on aurait pu avoir Sandro. Voilà. On a préféré peut-être aller chercher quelqu'un d'autre avec d'autres caractéristiques. Moi, j'aurais une petite question un peu plus globale sur le niveau des deux championnats, entre la Liga et la Ligue 1. Nous, c'est qui suivent un peu les deux, on a l'impression de voir une Liga qui s'affaiblit avec une fuite des talents qui partent surtout en Angleterre, mais avec une force tactique donc qu'il a fait exister sur le plan européen. Et on a l'impression de voir une Ligue 1 qui essaye de grandir, mais qui a un peu de mal à attirer des grands noms, qui est toujours bloqué entre l'arrivée d'investisseurs, mais une frilosité qui a du mal à se renouveler autant tactiquement que sur le profil suivi ou scouté. Donc vous qui suivez un peu les deux et qui avez des échos, comment vous situez la Liga et la Ligue 1 en comparaison, si les points forts et les points faibles des deux championnats? Les points forts du championnat espagnol, c'est qu'il y a une compétitivité malgré des fois des différences de moyens qui fait qu'on n'a pas le temps de t'endormir parce que tu peux être puni rapidement. Il y a un aspect technico-tactique important, qualité de jeu avec le ballon est important. Moi, c'est là où j'ai le plus progressé le jeu avec ballon, c'est en Espagne en 2 ans et demi, plus que les 5 années précédentes. Donc, parce que il y a une culture foot, on joue au ballon, voilà, même les exercices, tout est fait avec le ballon. On essaie de jouer avec plus ou moins de succès, mais voilà, c'est une philosophie malgré les différences de moyens. Et encore, je pense que cette année, les écarts vont se resserrer avec toutes les équipes. On l'a déjà vu en début de saison. Girona, c'est miraculeux que l'Atlético de Madrid fasse match nul face à Girona alors qu'ils doivent faire 3-0 quasiment. Donc ça c'est une chose. En France, c'est pareil en fonction des moyens.
il y a beaucoup de réflexion, de tactique pour éventuellement bien défendre ou pas perdre. Donc souvent tu mets un dispositif en fonction de l'adversaire ou un dispositif défensif pour réfléchir à dire pour pas, comme Marseille a fait hier, mais ils ont explosé au bout de 2 minutes. Donc c'est une autre approche du football et des fois ça donne pas ça donne pas tout le temps des beaux matchs. Mais c'est physique et les joueurs qui viennent de l'étranger disant quand ils arrivent en France, même Neymar, Dani Alves l'a dit l'autre jour, il a dit c'est un championnat exigeant, physique, parce qu'il y a de la compétitivité sur le plan athlétique. Et un des premiers points, c'est voilà ce combat, ce défi physique, parce que c'est une des prérogatives aussi du football français. Justement, en parlant d'intégration de Neymar en France, qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant et selon vous, comment le Barça évolue aussi sans Neymar? Est-ce qu'ils vont pouvoir s'en passer? Est-ce que Neymar, le départ n'a pas fait trop mal? Qu'est-ce que vous pensez justement de cette arrivée de Neymar au PSG et de ce Barça sans Neymar? Alors moi qui suis natif de Paris, l'arrivée de Neymar au PSG, c'est comme lorsqu'on a créé la Ferrari. C'est magnifique. J'adore. Ah oui, parce que déjà j'aime le Paris Saint-Germain en tant que Parisien et j'aime les artistes dans tous ces. Ah. France, vous m'entendez, c'est bon? Oui, c'est bon. On vous entend. L'arrivée de Neymar en France, c'est ce qui pouvait arriver de mieux à notre championnat, qui était en train de grandir, mais alors il a donné un coup de boost extraordinaire et on a déjà vu, parce qu'on a toujours souvent malheureusement le défaut de toujours parler d'argent lorsqu'on fait venir des grands joueurs. On a compris pourquoi en 2-3 matchs, il y a des joueurs qui valent une certaine somme, même si le rapport, des fois, est à mettre de côté. Et puis du côté du Barça, ça leur a fait mal. Hein. Ils ont un début de saison compliqué. On a vu la Supercoupe, on a vu une équipe du Barça qui était triste. Et les dirigeants barcelonais ont fait un peu, je pense, de marchandage de bas étage qui n'était pas dans les mœurs du club, qui avait l'habitude d'avoir de la hauteur et de la stature. Et que finalement, ce qu'ils ont essayé de retarder avec la sortie de Neymar, ils sont bien contents. Ça leur a permis de mettre un pansement un petit peu avec la signature d'Mbappé et puis de croiser les doigts pour que l'association, même si Dembélé ne remplacera pas Neymar, mais on laisse penser qu'il puisse occuper le même poste pour amener un peu de qualité, même si je pense que ça suffira pas parce qu'il faut que le Barça collectivement, même s'ils ont été sauvés ce week-end encore par Léo Messi, mais il sera pas toujours là tout seul. Il faut que le Barça se remette au travail parce qu'on a vu sur les matchs de la Supercoupe avec le Real Madrid, il y avait quand même une différence de collectif et de dynamique entre les deux clubs. Ils vont recruter au milieu, le Barça, ils sont obligés maintenant parce que une question d'équilibre et pour accélérer la relance aussi. J'ai pas entendu, pardon. Ah pardon. Oui, le Barça va encore recruter au milieu vraisemblablement pour améliorer les capacités de relance, de récupération, et puis pour se projeter et avoir un bloc équipe beaucoup plus efficace que ce qu'il est actuellement. Ouais, exactement. Ouais, il faut ramener. C'est pour ça que ils étaient partis dans le profil de Jean-Michel Seri, un joueur qui peut récupérer des ballons et tout de suite donner la première impulsion, la première passe au milieu de terrain avec Busquets, qui travaille aussi dans ce milieu de terrain. Donc il va falloir absolument qu'il trouve aussi un joueur dans ce secteur de jeu-là. Voir peut-être encore un défenseur. Bon, voilà, je pense qu'il faudra encore au moins deux joueurs parce qu'on a vu que Gérard Piqué est un petit peu en difficulté en ce début de saison, donc pour donner un peu aussi de concurrence, même si Sergio Roberto a fait un bon match, Deo Lefeu a fait aussi un bon match, mais voilà, c'est pas les titulaires en puissance, donc il faut ramener un petit peu de qualité dans ce milieu de terrain et peut-être derrière aussi. Oui, c'est vrai que les chantiers de Barcelone, c'est pas seulement de remplacer un joueur, il y a vraiment des problèmes à plusieurs étages. Ouais. Qui dans l'équipe qui veut encore intervenir avec notre invité Brian Cam? Ah, ils sont timides. Ouais, ils sont timides. Non,
En tout cas, on a cru comprendre grâce à François qui nous en a parlé que le joueur qui vous avait le plus impressionné et avec lequel vous avez évolué, c'était Catagne. Ah ouais, lui c'est un robot, lui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire justement? En plus, le grand public le connaît peut-être un petit peu moins. Catania, c'était un joueur doté d'un esprit de travail, de sacrifice, un très bon joueur de tête, un tueur devant les buts et un partenaire modèle. Voilà, il a fini d'ailleurs meilleur buteur la saison où on est monté. Il était capable de vous mettre n'importe quel but, n'importe quand, n'importe quelle surface. Et c'est vrai qu'après, même à la trêve, lorsque moi j'ai joué là-bas, est arrivé Edgar le Portugais avec lui. Donc ils se sont très très bien entendus. Mais c'est vraiment un des très très bons attaquants avec qui j'ai joué. Et tu pouvais laisser tout seul devant, qui faisait du travail pour 4 personnes. Et en plus, il avait une capacité physique au-dessus de n'importe quelle moyenne. Et donc c'était un vrai plaisir. D'ailleurs après il est parti au Celta Vigo, je crois. Et une petite question comme ça, par curiosité, pourquoi est-ce que vous avez quitté l'Espagne ensuite? Moi j'ai quitté l'Espagne. Alors c'est très simple, c'est que l'année de la montée avec le coach Joaquim Peiro, l'année qui a suivi donc la montée, est arrivé au club au même poste que moi et Manu Dorado avec qui je jouais en défense centrale aussi avec Bravo, est arrivé Fernando Sanz. Ah oui. Et voilà, Fernando Sanz, il faut savoir que Fernando Sanz était en couple avec la fille du propriétaire de Malaga à l'époque. Donc j'ai été confronté à un problème politique. Oui, politique plus que sportif. Ouais. Voilà, exactement. Donc le coach m'a appelé dans son bureau, il m'a dit voilà, j'ai un problème, parce qu'à cette époque, plus que maintenant, dans les clubs espagnols, le coach était en place avec son staff technique et los consejeros, c'est eux qui recrutaient les joueurs avec le président. Donc moi, l'entraîneur m'a appelé, il m'a dit Brahim, voilà, j'ai un problème. Ils m'ont ramené tel joueur, je suis obligé de le faire jouer avec Bravo parce que Bravo était titulaire, c'était le capitaine de l'équipe. Il m'a dit jusqu'à ce qu'il soit mauvais ou que je puisse le sortir, bah tu devras attendre sur le banc de touche. J'ai dit quoi, j'ai remercié le coach pour son honnêteté. J'ai attendu un petit peu, un mois et demi, la préparation, 1 ou 2 matchs. Après, j'ai vu un joueur qui jouait, qui était à cette époque un peu moins bon que moi. Et j'ai dit, soit j'accepte de rester sur le banc de touche pendant toute l'année à faire un match sur 5, soit je change de destination. Donc, j'ai eu quelques propositions en Espagne à l'époque, de Segunda, comme il y avait, je crois que c'est Ceuta ou Melilla qui était en 2e division, qui proposait un bon contrat. Je connaissais pas trop, donc j'ai hésité. Du coup, je suis rentré en France. Et puis, j'ai continué ma carrière en France. On va remercier Nicolas Faure qui doit partir. Oui. Nico. Bah, merci à vous, merci Brahim, c'est vraiment sympa et intéressant. Avec plaisir. Merci à vous. Brahim, pour revenir à Catania, il y a eu un article dans la presse espagnole il y a quelques mois dans Libero, qui parlait de sa capacité physique. Et justement, il entraîne, il est joueur-entraîneur dans une équipe de Telcel à Andalousie et il s'est cassé le nez le jour de l'entretien. Donc, il est fou. Non, mais c'est un fou. Déjà, il avait des capacités physiques, une VMA, il pouvait courir pendant 95 minutes, aussi bien offensivement que défensivement. Donc, pour nous, défenseurs, le premier rideau, c'était lui, à lui tout seul, c'était extraordinaire. C'est un mec qui à l'époque déjà, donc en 98, donc ça quand même ça fait près de 20 ans, ça a été le premier que j'ai vu après les matchs remplir les baignoires de queue de glaçons et se plonger dedans. Après match. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'il avait déjà le souci de la récupération, de la performance physique. Bon, nous on pensait aller boire la cerveza et tomar le cigarillo. Voilà, par exemple. Mais voilà, et ça m'étonne pas. Mais par contre, quand je vous dis qu'il était fou, c'est que il était fou, c'est-à-dire qu'il allait faire des pressings tout seul. Il a même je me rappelle d'un but où il est parti presser tout seul le gardien. Il a mis le ballon dans la tête. Et finalement, en 2 temps, il a récupéré, il a marqué. Voilà, il pouvait mettre le ballon, la tête sur la transversale. Et moi, je l'avais joué l'année d'avant, parce qu'avant, il jouait à Leganés. Voilà. Donc, il a joué à Leganés à l'époque avec Samuel Eto'o. Donc, je le connaissais depuis Leganés, moi. Ben justement, François, vas-y, François va intervenir, vas-y.
Pardon, j'ai vu ma question. Vas-y. Non, ben justement, c'est marrant parce que Catagne, c'était donc le joueur qui vous a un petit peu marqué. Mais quel était l'attaquant le plus embêtant que vous avez eu en Espagne? Vous parlez de Samuel Eto'o ou de Catagne précédemment. Est-ce qu'il y a un autre adversaire qui vous a un peu impressionné? Ouais, celui avec qui j'ai livré un duel important, c'était Salva, qui était à FC Séville. Ah, ça va. Voilà, grand costaud aussi, donc qui était un joueur puissant, avec un caractère comme moi. Donc c'est un joueur contre qui j'ai disputé des gros matchs. Après, je m'en rappelle plus de tous, mais lui, je sais qu'il y a eu des gros matchs contre lui. Oui, puis vous avez un bon gabarit aussi. Salva Donc, Ballester. Aussi. Pardon? C'est Salva Ballester qui est en Valence un peu. Oui. Oui. C'est lui, hein. C'est ça. Ah oui, c'était pas marrant lui. Ouais, non, mais moi, j'étais pas marrant non plus. Benjamin qui veut rebondir. Benjamin, vas-y. Moi, j'aurais une question, pareil, quand vous quittez la Segunda et donc vous êtes au relais de promotion et quand vous partez, vous vous retrouvez qu'un club de national par la suite. Est-ce que vous êtes senti boudé par la Ligue 2 ou la Ligue 1 ou des problèmes Là, j'aimerais savoir comment c'est possible, c'est sans manquer d'assez, mais pourquoi il y a eu un problème vous n'avez pas de club de Ligue 2 qui s'est intéressé à vous, ou c'est un choix personnel? Vous retournez au Red Star. Hein. Il faut préciser que vous rentrez au Red Star. Le problème, c'est que je suis rentré en France mi-septembre. Et mi-septembre, tous les clubs avaient fait leur marché déjà. Notamment les clubs de Ligue 2, Tissola. Et donc, faut savoir que moi, je suis du 93, je suis de Saint-Ouen. Donc, le Red Star, c'était un club mythique pour moi. Et qu'à cette époque-là, un des conseillers du président du Red Star, c'était une personne qui s'appelle Michel Moulin, qui a été allé après au Paris Saint-Germain. PSG, oui. Que je connaissais depuis tout petit, et puis qui m'a fait une proposition avec un projet pour remonter le Red Star en D2, avec un salaire important qui correspondait au projet et à mon statut. Donc j'ai dit, est-ce que je vais dans un club de Ligue 2 moyen, j'attends Noël, j'attends 3 mois sans jouer, et je vais en Ligue 2, sachant que peut-être que le projet Ligue 2 était moins intéressant, ou un autre projet, ou soit j'ai la possibilité de signer tout de suite au Red Star sur 2 ans, avoir un projet avec être la tête de proue de ce projet-là. Donc j'ai opté, parce que j'avais aussi une famille, j'avais besoin de me poser, et puis j'ai enchaîné comme ça, puis j'ai repris le cours de ma carrière. Est-ce que en France, on vous sonde un petit peu pour savoir si vous avez toujours des relations avec l'Espagne? Est-ce que des jeunes même se tournent vers vous pour savoir comment ça se passe la Segunda? Ou est-ce que vous conseillez tout simplement des jeunes joueurs français qui pourraient s'interroger à s'expatrier ou à se renseigner? Oui, beaucoup. Vous savez, on a la chance de baigner dans un milieu où on a la possibilité d'aider, de conseiller, de faire les relais, tout ce qui a trait au football, on essaye de s'en servir. J'ai des contacts avec des gens avec qui j'ai joué qui sont dans des clubs en Espagne. Le directeur sportif de Granada, par exemple, Manolo Serrer, il a joué avec moi à Levante, donc voilà, c'est un pote. Il y en a d'autres comme ça dans les clubs. À Valence, il y a Vicente qui joue avec moi lorsque j'étais à Levante, donc c'est pareil. Francesc Arnau à Malaga, c'est un ami aussi, donc voilà. Et puis moi, je suis un hyper militant du football espagnol. C'est-à-dire que je pourrais être l'ambassadeur du football espagnol en France parce que je le connais. J'ai pas la prétention de dire que je le connais par cœur, mais déjà j'y ai joué, j'y ai vécu, j'y vais souvent. Je commande des matchs espagnols et que je connais la vie et l'engouement du foot espagnol, et que celui qui veut aller en Espagne, je l'incite à y aller parce que il va découvrir une passion extraordinaire. Donc le dernier en date, c'était Riyad Bouzbouz, qui a fini au Séville, donc c'est pas pour rien. Il y a un très bon choix. Il y a un très bon choix avec un nouveau projet, avec un club, un très bon club, avec un stade de malade. Il va comprendre quand il va faire le Betis, la FC Séville, le derby, il va comprendre ce que c'est vraiment cette chaleur du football espagnol, cette passion où quand il va se faire cracher dessus par une grand-mère du FC Séville, il va comprendre. Vous avez intégré en mars un comité provisoire sportif au Mali. On vous a notamment en février proposé le poste d'entraîneur.
Vous êtes donc très impliqué dans le football. Est-ce qu'une proposition pareille en Espagne, on vous l'a déjà faite, et est-ce que vous accepteriez à terme d'intégrer un comité sportif en Espagne ou d'être justement plus impliqué à ce niveau-là en Espagne, comme vous l'êtes au Mali? Oui, alors bon, le Mali c'est mon pays évidemment. Lorsque le ministre des Sports m'a demandé de l'aider, je l'ai fait avec grand plaisir. Après bon, c'est assez compliqué parce que il y a beaucoup de problèmes dans ce pays, même si bon, j'essaie de donner mon coup de main et mettre voilà ma petite pierre à l'édifice. Donc ça c'est une chose. Après, pour répondre à la deuxième partie de la question, aujourd'hui j'ai une activité qui me plaît bien, mais c'est une évidence que demain si j'ai l'opportunité, que ce soit en France ou encore plus en Espagne, de rentrer dans ce même type de concept de projet, bon, avec toute l'humilité qu'elle a la mienne, je pense que je suis fait pour ça parce que j'étais un joueur fédérateur, j'étais un joueur leader dans ma carrière avec tout ce que ça nécessite. Je le suis encore aujourd'hui dans ce que je fais parce que c'est une nature et que la transmission de ce qu'on connaît et la qualité et la persuasion de ce qu'on transmet fait que vous arrivez à faire des choses intéressantes, et je pense que je pourrais m'intégrer dans ce genre de système-là, et encore plus en Espagne. D'accord. Merci à vous, Brahim Thiam, de nous avoir accompagnés cette deuxième partie. Ça a été très enrichissant. Je pense que mes collègues sont d'accord avec moi. Oui, merci Merci beaucoup. à vous, avec plaisir. Pas de problème, avec grand plaisir. On peut suivre votre actualité sur notre compte Twitter qui est très suivi, ainsi que sur Beansport, la chaîne qui diffuse 100% des 4 matchs de la Liga par semaine. Exactement. C'est une petite pique parce qu'on aimerait bien voir plus de football espagnol. Ça que les canaux, on mettrait que du football espagnol tout le temps sur les canaux. Donc, on est Ouais. avis Moi, j'essaie de mettre 3-4 matchs par semaine. Oui, c'est quand même bien dommage. Il y a vraiment du beau football en Espagne, et de diffuser uniquement les clubs majeurs, c'est un peu dommage. C'est vrai qu'on aimerait. Oui, envoyer la requête à Florent Ozo là chez nous. Merci Max. Ah mais c'est vrai parce que le Girona à Atlético de Madrid, c'était un beau match. Moi j'ai commenté déjà certains matchs des équipes comme Eibar, voilà, qui pratiquent du football. C'est vrai que bon. Oui, il y a des beaux matchs. Et puis après, vous pouvez pas diffuser évidemment l'intégralité des matchs. Mais c'est parce que c'est parce qu'on est un peu gourmand, c'est parce qu'on en veut toujours plus. Oui, c'est votre chauvinisme de football, mais ça on vous en veut pas. Hein. C'est évident, mais il y a souvent des fois l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, donc il faut aussi. C'est normal. Répartir un petit peu le temps d'antenne pour tout le monde. Alors, si on fait la requête un jour à Florent Ouzou, il ne faudra pas que ce soit Max Franco Sanchez qui la fasse, parce que sinon il va demander Tarragone et il va penser Bonilla et ça va pas le faire. Voilà, Max est avec nous et on embrasse. Le prochain Barcelone, il y a le derby de Barcelone là. Ouais. Ça arrive le week-end prochain, donc il y a un gros dispositif Beansport qui sera sur place. C'est le gros match of the week par contre. Ah ben c'est sympa ça. Voilà. Il faut y aller là sur un derby de la banlieue sud de Madrid, Leganés-Retafe, la troisième journée. Voilà, aussi, qui est aussi intéressant. Oui, dispositif complet. Eh ben, merci beaucoup, Brian, encore une fois. Allez, merci à vous, au plaisir. Merci à vous. Bonne soirée, merci. Merci, à bientôt. Bruno de la Cruz, bravo pour ta super intervention aujourd'hui. On est content. Non, vous savez, je me sens, je sais pas si vous vous souvenez ah ben j'ai oublié son nom, voilà. Albin, Juan Angel Albin. Je sais pas si vous vous souvenez de ce joueur. Non. Non. Ah, c'est un petit gaucher, un magicien qui était de Retafe, mais il savait jouer que 25 minutes, donc on le faisait rentrer que 25 minutes, tu vois. Et ben c'est pareil. Hop, si sur la première partie de l'émission, j'étais un peu comme ça, tu vois, d'un coup je suis rentré pour les 25 dernières minutes. Et voilà. C'était excellent. Bravo. Passe décisive pour Monsieur Thiam, qu'on remercie évidemment. Énormément. Alors figure-toi que moi je suis un peu comme Malvin, tu vois, je suis petit, mais moi on rentrait 5 minutes. Et 5 minutes après, c'est fini. Benjamin, bonsoir. Bonsoir.
À la prochaine. Soledad dans la chaleur parisienne pour Ouais, là, ce soir. c'est pas mal. Chers auditeurs, à la semaine prochaine pour un 4e numéro de ce podcast Foya Liga. Avec encore on a une petite idée pour le prochain invité. Ça devrait plaire. Allez, on fera un petit teaser dans la semaine. Et j'en profite juste pour dire qu'il y a Elias qui nous a posé une question. Alors Elias, c'est ma faute, j'ai vu ta question, mais trop tardivement parce qu'il y a pas mal de choses à gérer. Donc je m'excuse Elias, il nous demandait la différence de mentalité. C'était une question pour Monsieur Cham, bien sûr, entre Malaga et Valence. Donc je suis désolé Elias, je serai plus vigilant la prochaine fois. Merci à tous et à la semaine prochaine. Allez, bonne soirée. À la semaine prochaine.